Bonjour. Aujourd'hui, entrevue d'expert avec Monsieur Jean-Marc Lavoie. Jean-Marc. Bonjour Sylvie, merci de m'accueillir. Donc, le sujet du jour, historique du développement logiciel ayant mené à DevOps. Partie 1 de 3. Donc, on veut comprendre, entre autres, pourquoi les organisations adoptent le DevOps. Jean-Marc, peux-tu nous décrire un peu ton parcours professionnel? Ouais, donc, mon nom est Jean-Marc Lavoie. En gros, je fais du développement depuis les années 90, un peu avant, dans ma première carrière, mais surtout depuis 95-98 à temps plein professionnellement. Donc, ça me fait au-dessus de 25 ans d'expérience. J'ai mis en place des tests automatisés, des pipelines de build au début des années 2000, 1998-2000 déjà. J'ai été leader technique au sein de plusieurs équipes durant ma carrière, donc un peu chef d'équipe, un peu leader technique, un peu d'architecture logicielle, beaucoup de formation pour les gens. Je me suis intéressé beaucoup à l'agilité. Donc, certifié Scrum Master, je suis à mon compte depuis 2007, certifié Scrum Master depuis 2008. Formation Leading Safe. Finalement, j'ai fait le Safe SPC, Safe Professional Consultant, en janvier l'an dernier, en 2021. Depuis l'an dernier, je travaille comme coach DevOps au niveau d'une grosse entreprise dans le domaine financier. Excellent. Et toi, Sylvie? J'ai un bac en informatique depuis 1986, donc j'ai été développeur d'applications de gestion pendant quelques années. J'ai aussi été analyste des processus de développement logiciel dès 1996. J'ai fait ma maîtrise en génie logiciel de 2000 à 2005, puis le doctorat de 2006 à 2012, tout en ayant un travail à temps complet comme conseillère senior en génie logiciel, pendant laquelle j'ai été certifiée Scrum Master dès 2006, puis coach agile, ainsi que co-autrice de ce bouquin, Choisir l'agilité du développement logiciel à la gouvernance. Puis, depuis 2012, donc après mon doctorat, je suis devenue professeure de génie logiciel au département d'informatique de l'UQAM. Non. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment en est-on arrivé à faire du DevOps? Alors, on vous propose ici un bref historique pour comprendre pourquoi une organisation adopte DevOps. Oui. Donc, ma cote favorite sur l'historique, c'est je n'ai pas besoin de savoir où je vais, j'ai juste besoin de savoir où je suis allé. Ceux qui ont des enfants reconnaîtront Cars. Il y a bien sûr une cote plus classique. Mais en gros, on veut avoir une idée de ce qui s'est passé dans le domaine du développement pour voir qu'est-ce qui nous a mené à nos pratiques de développement actuelles, pour savoir c'est quoi les justifications pour le changement, mais aussi c'est quoi les éléments qui nous empêchent d'effectuer ce changement-là parce qu'on a des anciennes habitudes qu'on appelle les antipatrons. Qu'on va voir. Dans la troisième partie, en effet. Alors, comment ça a commencé tout ça? Donc, les premiers ordinateurs numériques, donc là, on parle plus de relais mécaniques, on parle d'ordinateurs numériques avec de l'électronique, ça date des années 45. Donc, on a vu apparaître les premières unités de calcul et aussi, bien sûr, les premiers bugs. On s'en sort pas. On s'en sort pas. Ouais. Et puis, ensuite, Oui, il s'est ensuite, passé quoi? donc, c'est dans les années 65 que on assiste à l'industrialisation des ordinateurs. On se met à produire des ordinateurs en série, plusieurs machines identiques, et on voit apparaître un élément très intéressant, le stockage. On est capable de prendre le programme et de l'amener de façon indépendante de l'unité de calcul. Donc, l'unité de traitement mathématique, le CPU, qu'on appelle aujourd'hui, est maintenant séparée du programme. Je suis capable de prendre le programme puis de l'amener sur un autre ordinateur et le faire rouler sur une autre machine. Je suis capable de faire un déploiement. Bon, ben ça implique une étape manuelle de mettre le rouleau de ruban à côté, mais C'était sur des rubans à l'époque, en effet. des rubans, sur les rubans, des cartes, ou les premiers disques durs qui étaient le plateau séparé du disque, on a quand même du stockage. Puis c'est à ce moment-là où on voit apparaître
les premières ébauches de processus ou les premières documentations qui expriment le processus. Ce qu'on avait à l'époque, premier article, on décrit différentes étapes, puis là, on décrivait surtout plusieurs corps de métier ou plusieurs spécialités un peu qui interagissaient ensemble pour être capable de livrer une fonctionnalité. De là est apparu dans une conférence le NATO Software Engineering, la première fois où le terme Software Engineering est apparu dans les années 68. Intéressant. Puis, mais c'est pas parce que le terme existe que nécessairement on sait l'appliquer. Non, définitivement pas. Ce qui nous amène en 1965 à la crise logicielle. La crise logicielle, c'est justement que ces processus-là sont plus ou moins appliqués. On se retrouve avec des problèmes de coûts, de délais qui débordent, des problèmes de livraison, des problèmes de budget qui explosent, des problèmes de qualité. De qualité, bien sûr. Oui. Non seulement, c'est pas que des bugs, les problèmes de qualité, si je comprends bien, c'est aussi des fonctionnalités qui ne servent pas les besoins des utilisateurs. Oui, effectivement. Fait qu'on se retrouve des logiciels qui n'ont pas été mis en prod parce qu'ils n'étaient pas suffisamment de qualité, donc on les a même pas mis en production. Certains logiciels ont été mis en production, mais sont totalement impossibles à maintenir. C'est un fouillis total. On a des problèmes de traçabilité. On va jusqu'à mettre le code directement sur les serveurs de production. Hey, ça va vite, je fais mon code directement en prod. C'est un peu intense. C'est intense, ça manque de vérification. Oui. C'est risqué. C'est risqué. Aujourd'hui, avec le DevOps, on met notre code dans Git, puis Git va le déployer automatiquement sur production, mais entre les deux, il y a quand même une phase où on a tout testé automatiquement. OK? Puis si on ne teste pas automatiquement tout et qu'on fait juste mettre en production automatiquement, on se retrouve en 1965. Désolé. Avec les problèmes de traçabilité et on revient en arrière. En effet. La fine ligne, c'est vraiment le test automatisé. Puis, évidemment, il y a eu des décès, dus à des bugs logiciels. Le plus célèbre est le fameux TERAC 25, qui est un instrument médical pour traiter des cancers par radiation, où un bug dans l'interface faisait en sorte qu'on réinitialisait la dose à irradier comme étant une dose maximale, et dans ce cas-là particulier, c'était une dose mortelle. Oui. Alors, les patients mouraient au bout de quelques semaines dans d'atroces douleurs. Dose maximale, délai maximal. Oui. Et tout ça, les investigations ont démontré que c'était des problèmes d'assurance qualité du logiciel. Ouais. D'une part, mais un problème d'ergonomie d'interface par ailleurs. Il y a eu d'autres problèmes aussi, des pertes de biens matériels beaucoup moins graves que la mort d'un individu, mais il y a eu des pertes matérielles pour des systèmes d'alarme qui déverrouillaient les portes par erreur. Écoute, on en a eu toutes les sortes, OK? À un moment donné... Mais là, on a fait quoi suite à ça? Ouais. Comment on a pu essayer d'améliorer le truc? Donc, on s'est cherché, on a sorti les articles de 1956 puis de 1968. On enlevait la poussière dessus, puis là, on a essayé de faire un peu plus de processus. La nature humaine étant ce qu'elle est, on a documenté ces processus-là de façon intense. C'est devenu un bourbier de processus de toutes les sortes. Et de normes? De normes, de processus. Ce bourbier illustre beaucoup de normes, modèles de meilleures pratiques. Et évidemment, quand on regarde la panoplie des normes qui ont été publiées, on se demande par où on commence. Ouais, définitivement. C'est difficile à contextualiser quand il y en a autant. Ouais, fait que généralement, les gens, quand ils prennent la norme qui soit d'épaisse, la prennent, la mettent de côté, puis font un peu à peu près quelque chose. Mais donc, en gros, on est arrivé à un processus. Donc, tout ce bourbier de processus-là nous a amené vers un modèle qu'on connaît à peu près aujourd'hui, là, qui est un peu le waterfall, qui est une séquence d'étapes qui se fait sur un délai de 6 mois à 2 ans dans ces années-là. Puis, bien que les processus ne dictaient pas que tout était en étapes, la perception des gens
a été que c'est un projet, donc c'est un peu comme une maison. Je fais un étage à la fois, puis je bâtis un morceau, morceau par morceau. Donc les gens ont adopté ce principe-là comme étant quelque chose de linéaire dans le temps, pas du tout itératif. Puis là, ben, ils ont appliqué ça comme c'est un projet, je fais un projet et je le déploie uniquement à la fin. Sur un Sauf cycle. que dans un cas comme ça, une fois qu'on a déployé et qu'on est en opération, il y a de la maintenance à faire. Oui. Et là, ne faut-il pas considérer la régression? Ouais, ben, c'est justement, hein, il y a un petit problème avec le processus, il a l'air super joli, mais il y a un problème. Le problème, la régression, t'en parles justement. La régression, c'est quand une nouvelle fonctionnalité vient d'être implantée, ben, malheureusement, elle a tendance à venir déranger du code qui autrement fonctionnait super bien, super optimal. Puis là, ben, tout d'un coup, on a un dégât. On a des bugs. On a des bugs. Ou quelque chose qui marchait ne marche plus comme c'était supposé. Puis là, quand on vient ajouter quelques cycles d'itération par là-dessus, à chaque fois, je suis obligé de faire des tests de régression de plus en plus longs parce que j'ai de plus en plus de fonctionnalités. Ben, puis on a des bugs, puis là, il faut se mettre à les corriger, là. Oui, il faut corriger les bugs, il y en a de plus en plus, on Et finit. le temps qu'on corrige des bugs, on n'est pas en train de créer de la valeur. Définitivement pas. Puis on passe de plus en plus de temps à corriger des bugs, puis à vérifier de la régression, à un point où on passe plus de temps à gérer des problèmes de régression puis de bugs que de faire de la valeur. Ça devient donc que notre valeur à livrer devient de plus en plus coûteuse à cause des à côté. Donc, autrement dit, plus le logiciel est gros, plus notre vélocité de développement ralentit. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait suite à ça? Suite à ce constat? Ben, on a spécialisé les gens. On s'est dit, on va spécialiser les gens. C'est gros, il y a beaucoup de travail. On va séparer le travail. On va faire des silos. Donc, on va spécialiser les gens en analyse, des autres gens en conception. Puis là, ben, on ajoute des silos là-dedans. Juste question d'améliorer un peu les choses. Un silo, ben, c'est qu'une personne se spécialise dans quelque chose, passe l'info à l'autre personne à côté. Ça fait un transfert de connaissances. Oui. Bien sûr, l'information se transfère partiellement. J'ai de la perte en traduction. Fait en bout de ligne, tous ces silos-là, pour essayer d'améliorer les choses, font en sorte que ce qu'on a analysé, qui est parfois incorrect, est souvent conçu de façon incorrecte, codé de façon telle qu'elle est comprise. Les tests vont un peu de haut en bas. Les usagers vont soit rien comprendre à ce que le logiciel fait, ou nous dire littéralement, ben, ça marche pas ton affaire. Et c'est là qu'on a vu émerger le fameux syndrome de l'utilisateur lors des tests d'acceptation qui dit « Il est joli ton logiciel, mais ça comble pas du tout mes besoins. » Oui, et puis après quelques fois, ben, il finit par juste plus être là. Hein? Il est comme juste absent dans les UAS, dans les tests d'acceptance. Puis une fois en déploiement, ben là, on opère, mais on essaye d'opérer sans frais. On n'a pas prévu. Mais évidemment, ça correspond aussi à des pertes financières. Oui, Pas. clairement. Ça va coûter plus cher. Donc, alors on a essayé de résoudre le problème de quelle manière? Ah ben là, en fait, avant de résoudre le problème, on a un gros problème encore plus grave que ça. C'est que ces silos-là, si j'essaie d'accélérer mon processus, ben, je vais toujours être bloqué par le transfert d'informations d'une personne à l'autre. Donc, encore faut-il que les gens soient disponibles. Oui, parce que souvent, ils ne sont pas disponibles. Souvent, l'analyste a fait le travail, puis... il est réaffecté à un autre projet. Sur un autre projet, il fait autre chose, on vient plus le parler, il est plus disponible. Donc, le design est à peu près. Mais même si j'essaie d'aller plus rapidement, on sait que le temps, c'est de l'argent. Je veux pas livrer au bout de 2 ans. Je veux livrer dans 2 mois. J'essaie de faire ça. Ben, j'ai quand même le transfert d'une équipe à l'autre. Tant que je reste dans ce mode linéaire-là, ben, mes transferts vont me bloquer. OK? Puis bien sûr, c'est l'assurance qualité à la fin du lot qui est pris entre le délai et l'échéance. Fait que non seulement on va... Et c'est là qu'on va, étant donné si on prend du retard à chacune de ces étapes, ben c'est l'assurance qualité qui souvent est escamotée Oui. à ces moments-là.
Oui, ça, c'est un classique. On ne peut pas accélérer le processus, on est pris avec. Plus gros problème. On essaie de s'en sortir. De quelle manière? Ben là, on a différents processus. Le premier processus, on s'en vient dans Extreme Programming. Extreme Programming vient faire deux choses. Donc, dès 1999, avant même l'établissement du manifeste agile, Oui. Extreme Programming était Oui. là. Alors, qu'est-ce que fait Extreme Programming? Oui. Donc, première étape, on inverse. Bon, on enlève des silos. Les développeurs, maintenant, font du code, des tests, de l'intégration, puis ils valident tout de suite avec un responsable du client, un représentant du client, que la fonctionnalité fait le travail. Ensuite, on vient inverser les tests et les codes. Donc, c'est là qu'on voit apparaître le Test-Driven Development, donc du développement piloté par les tests. Oui. Où on écrit les tests d'abord et on code ensuite. Oui, qui nous assure que l'ensemble du code qu'on a fait est couvert par des tests et qu'on n'a pas de code inutile. Et qui est solide. Oui. Et ça nous aide un peu avec notre traçabilité. Si on a pris le temps d'écrire les tests d'une façon suffisamment claire pour comprendre l'objectif du test, on est capable de faire un petit commentaire pour dire on teste quoi exactement. Bien sûr. Il y a une raison à nos tests. Puis le code supporte les tests, donc c'est super le fun pour ça. Tout ça, on l'automatise. C'est-à-dire que quand j'ai fini ma journée de travail, pendant que je travaille, je peux rouler mes tests automatiquement pour vérifier que tout ce que j'ai fait avant est bon. Bien sûr. Puis après ça, je suis capable de venir le tester et le déployer en intégration, puis l'avoir sur un environnement que mon responsable ou mon représentant du client ou mon client, idéalement, vient valider. Ça, c'est bien, puis là, je suis capable de recommencer mes cycles très fréquemment. 1 à 6 mois en 1999 pour l'Extreme Excellent. Programming. Donc, on raccourcit le délai de mise en œuvre, moment par lequel on commence le développement et celui où on envoie ça en déploiement, en production. Celui où on envoie une première version en production. Une première version, oui. Bien sûr. On s'entend là qu'on ne fera pas un travail de 2 ans en 1 mois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper le travail de 2 ans pour le faire à coup de 1 mois. Puis si on a des erreurs, on va avoir 1 mois d'erreur. Pas 2 ans. À ce moment-là, corriger ces erreurs, c'est frais dans notre mémoire. On peut faire l'investigation plus rapidement parce que justement, c'est du code récent. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel on a travaillé il y a 2 ans et on est plus réactif. Attends de voir plus tard, parce que là, on parle encore de 1 à 2 mois en 99. Attends de voir aujourd'hui comment que le code est récent dans nos têtes. D'accord. Là, il est frais. Mais là, après Extreme Programming, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, Extreme Programming. On a encore un petit peu de bug, désolé. Donc, après Extreme Programming, là, le problème, c'est qu'on voit encore ça comme un peu une gestion de projet linéaire. Fait que là, on a le mouvement agile, puis on vient représenter le cycle comme étant un cycle itératif, des boucles. On vient formaliser dans le dessin, puis dans la tête des gens qu'on va faire des sprints, des séances de travail, qu'on va recommencer le cycle de conception, code test ou test code, et qu'on va rajouter des tests à chaque cycle. Puis parce que nos tests sont automatisés, on va être capable de recommencer un autre cycle après. Ça, c'est super intéressant. Puis souvent, on oublie, parce que tout est automatisé, ce bout-là, il est souvent escamoté. Souvent escamoté, n'est-ce pas? Oui. Donc, les gens se disent agile, mais ils n'automatisent pas leurs tests, alors que c'est quasiment une condition sine qua non pour être agile. C'est une condition. D'accord. On est capable d'itérer à répétition fréquemment parce que nos tests de régression sont automatisés et la régression ne vient pas nous mordre. Et on assure une qualité interne du code. Oui, on assure un bon niveau de qualité. Donc, une maintenabilité élevée. Oui. Maintenant, on envoie ça en opération. Malheureusement, le processus dit on va l'envoyer potentiellement en opération à la fin du cycle. Mais c'est pris souvent tel quel. On a toujours un mur de confusion. Oui, parce que les opérations sont souvent un petit peu exclues. Ils ne devraient pas, sont souvent un peu exclues. Fait que j'envoie ça en opération. Puis, quand je suis les indications à la lettre, je protège mon squad, mon équipe,
et je m'en vais commencer un autre sprint. Puis là, à ce moment-là, l'équipe qui fait les opérations a quelques petits bugs, vient me voir, puis tu dis non, 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 tu vas attendre avec tes bugs, là. Je suis bien trop occupé à faire d'autres features qui vont t'amener d'autres bugs, là. Laisse faire, là. Attends, là. On va voir au prochain sprint. Mais Fait que, les bugs en mode agile, n'est-ce pas symptomatique d'un processus mal appliqué? clairement. Ah, Clairement. Ce qui fait que, de par sa nature où on n'a pas mis l'opération dans la boucle, les gens vont avoir tendance à laisser de côté l'opération. et c'est là qu'intervient DevOps. Oui. Donc, bien sûr, on a essayé de tout documenter ça. On a essayé d'améliorer la situation en faisant des processus documentés. On aime ça documenter. C'est sûr que depuis 2001, depuis que le manifeste agile a été publié, il y a une panoplie de méthodes agiles qui ont vu le jour. Petite échelle, moyenne échelle, grande échelle, bien sûr. Mais ça n'a pas résolu le problème. Non, puis ça Non. continue en passant. Hein. Ça continue. On a documenté Oui, les bien méthodes agiles. On est en train de documenter le DevOps. On est en train de parler de DevSecOps parce qu'ils ont oublié de parler de sécurité, puis ils le documentent. Fait qu'on documente tout. D'accord. C'est la nature humaine. Ça nous amène au DevOps. C'est le mouvement DevOps. On inclut dans la boucle le fait qu'on a déployé, qu'on a opéré, on a regardé ce qui se passe en production. Oups, j'ai été obligé de mettre des points de mesure sur mon système puis regarder comment il se comporte. Puis je vais regarder comment mon système se comporte et je vais intégrer ça dans ma prochaine planification qui est très courte, là. Parce que là, dans DevOps, par exemple, dans Scrum, on planifie un sprint à la fois, sprint dont la durée est 2 à 4 semaines. En DevOps, on va plutôt planifier fonctionnalité par fonctionnalité ou modification par modification. Donc, c'est à la pièce. Oui. Et On va on faire fait- le cycle au complet. On fait le cycle au complet, on déploie, puis on surveille en production avant de passer à la prochaine. Oui. En fait, on va avoir plusieurs petits développements qui se font en parallèle. C'est pas, on sera pas 20 à faire un développement. On va morceler le système. On va travailler en parallèle. Donc, je vais planifier un changement, je vais l'appliquer, je vais le faire, je vais faire tous les tests. Je vais le réaliser, je vais l'envoyer en déploiement, je vais regarder si c'est bien comporté, puis je vais attaquer la prochaine fonctionnalité. Ça se peut aussi que je déploie des choses inactives. Je veux déployer mon code. OK? Je ne veux pas nécessairement activer ma fonctionnalité. Le release, le Sauf que déploiement puis la mise en service est distinct. c'est distinct. Sauf que le jour, c'est seulement quand on active la fonctionnalité qu'on va réaliser si son fonctionnement est adéquat. Ah, mais là, la beauté de l'activation sur demande, c'est qu'on est capable de l'activer pour un petit groupe d'usagers, pour une séquence d'adresses IP pour des utilisateurs bêta ou pour un utilisateur en particulier. Je suis capable de l'activer Donc, partiellement. on peut limiter les dégâts. Oui, ah oui. Le Excellent. but, c'est de limiter la zone d'impact. Tout le temps. D'accord. Moins de dommages, moins de dégâts, moins de rush à régler les problèmes. Ça, c'est une des bases. Puis de l'expérimentation, on doit faire attention à ce qu'on fait. Ah, bien sûr, parce que en DevOps, on veut que l'équipe puisse expérimenter sur une base régulière. Oui. Fait que la seule chose qui Excellent. manque dans ce beau diagramme-là, c'est la sécurité n'est pas assez proéminente. Elle n'est pas explicite. Elle est implicite, mais pas explicite. C'est ça. Donc, c'est inclus. À DevOps Days, les gars faisaient des blagues. Ils disaient, ben, DevOps, le S, c'est comme HTTPS, c'est le secure. Fait que le DevOps devrait inclure la sécurité de base. Puis si vous lisez le livre sur Phoenix Project, ben, la sécurité a fait partie de ça. C'est partie intégrante. Oui, c'est tricoté à l'intérieur. Oui. Fait que, on va mettre DevSecOps, c'est un pléonasme, c'est comme monter en haut, c'est inclus que la sécurité est déjà dans le DevOps, mais ça permet d'aller renforcer ce point-là puis de le rendre Plus explicite. plus explicite, tout simplement. Mais Ok. sinon, c'est déjà inclus, là. Bien sûr, il y a plein de documentation qui arrive, plein de standards, en tout cas, plein de certifications. On est en train un peu de refaire la même chose, mais au moins, on a une base qui est très viable. C'est plus solide. Oui. Mais là, est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Parce que ça ne doit pas être gratuit, tout ça. Effectivement, quand on a commencé à travailler un peu sur les antipatrons culturels ensemble,
deux questions sont venues vraiment rapidement à notre tête. C'est qu'est-ce que ça nous prend? Deuxième capsule. Et est-ce que ça vaut la peine? Parce que c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. On a trouvé beaucoup de réponses à ces deux questions-là dans l'étude State of DevOps qui est faite par Nicole Forduran. C'est une étude qui est faite à chaque année, qui regroupe des centaines de compagnies, des milliers de répondants qu'on vient interroger. Le livre, c'est la description de quelle approche a été prise pour faire cette étude-là et cette analyse-là. Et maintenant, elle fait partie du DORA parce que Google a intégré un peu les travaux de Nicole Forduran dans ses travaux, puis c'est le DORA qui représente maintenant ces mesures-là. Oh, sur Google. Intéressant. Ah. Et ces mesures, quelles sont-elles? Ah oui, les mesures. Ben, on mesure la performance. La première affaire, c'est qu'est-ce qu'on va trouver pour savoir si on a une performance de livraison logicielle. Donc, on a des indicateurs principaux, les 4 mesures clés ou les 4 key metrics en anglais. Puis ça, c'est les indicateurs qu'on est capable d'aller chercher relativement facilement au sein de compagnies, puis ça va être quand même uniforme. Fait qu'on parle entre autres du délai de réalisation, qui est un proxy, en fait, c'est un intermédiaire entre le lead time et le cycle time, parce que le lead time est très variable d'un endroit à l'autre. Le cycle time aussi va être très variable. Donc, ce qu'on a pris, c'est quelque chose de vraiment facile à calculer, qui est le temps entre le commit d'un bout de code et le moment où ce bout de code-là se retrouve en production. Qui est un calcul qui s'automatise à partir des données disponibles dans le gestionnaire de code source. Ça se calcule bien, ça s'automatise, c'est relativement régulier au niveau des entreprises. Puis c'est un proxy du lead time. En fait, ça donne une indication sur notre cycle. OK? Notre cycle, il peut être plus variable. La fin du cycle, en fait. C'est la fin du cycle, qui est représentatif. C'est une portion du cycle complet. On assume que c'est proche, qu'il y a une corrélation entre les deux. D'accord. Ensuite, fréquence de déploiement. Oui. Donc, fréquence de déploiement moyenne par développeur, n'est-ce pas? Puisque, si on veut comparer des pommes avec des pommes, une organisation où ils sont 5 développeurs versus une autre où ils sont 5000, ben, il faut ramener ça sur le même dénominateur. Oui. Donc, c'est le nombre, c'est la fréquence de déploiement des développeurs qui font des commits dans le dépôt qui peuvent se retrouver en prod. Parce que, bon, on a des architectes autour, des gens qui... Ouais. OK. Le côté développement, uniquement. Parfait. Ensuite, on a notre délai de remise en service. Ça prend combien de temps, lorsque ça brise, à venir le remettre en service? Là où ça prend son importance, c'est que quand mon système brise, il faut comprendre que s'il y a une urgence lors d'un bris, je vais prendre la personne la plus mature, la plus senior dans mon équipe, puis je vais l'employer résoudre ce problème urgent-là. Pendant que cette personne-là est là, non seulement elle arrête de travailler, mais le reste de l'équipe, un peu moins senior... Ben, ça veut dire qu'elle travaille, mais elle arrête de produire de la nouvelle valeur. Effectivement, excuse-moi, tu as totalement raison. Pendant que cette personne-là arrête de produire de la nouvelle valeur, les membres de l'escouade qui sont un peu plus juniors n'ont pas les réponses à leurs questions. Alors, sont bloqués. Sont bloqués. Puis eux aussi arrêtent de livrer de la valeur. Donc, moins on a de problèmes de délai de remise en service et moins je vais affecter mon flot de livraison de valeur. Donc, il faut donc s'occuper de la qualité de façon imbriquée dans notre processus. Oui, puis là, on parle de qualité du produit lui-même que le client va utiliser, mais on parle aussi de la qualité de l'instrumentation et de l'opérationnalisation de tout ça. Je veux l'opérationnaliser, je veux que lorsqu'il soit en prod, je veux une observabilité. C'est beaucoup populaire ces derniers temps. L'observabilité, c'est la capacité d'un système à être facilement observé, analysé, potentiellement modifié, débogué, déverminé. Okay? C'est la capacité du système à être compris pour résoudre les problèmes plus rapidement. Et ça pendant son exécution.
Pendant son exécution, un peu, ça inclut des tests qu'on a faits, parce que les tests prouvent que le système est brisé ou pas. Ça inclut de l'autodiagnostic, ça inclut de la surveillance, ça inclut des tests de santé en production. Je déploie le nouveau service, je vais rouler un test pour s'assurer qu'il vit bien, qu'il est correct. Ça inclut tout ça, l'observabilité. C'est un sujet en soi, là, mais oui, je fais une présentation comme coaching DevOps, c'est une présentation d'1 heure sur l'observabilité, juste là-dessus, juste pour initier les bases et les concepts. D'accord. C'est un sujet en soi. Ça me captive. Excuse-moi, je vais continuer à parler jusqu'à... La quatrième mesure ou le quatrième indicateur, c'est le pourcentage de défaillance. Combien de fois ça explose quand je fais une mise en prod. Puis là, donc, et ça, on le calcule sur le nombre de changements qui ont eu lieu. Oui. Nombre d'erreurs par changement. Puis, quand je vais faire ma mise en prod, faut comprendre que si je suis pour avoir 12 bugs, OK, puis que j'applique mes mises en production 2 fois dans l'année, ben sur mes 12 bugs, il y a des bonnes chances que j'ai tout le temps des erreurs lorsque j'applique mes changements. Tous mes changements vont avoir des problèmes. Si je fais 24 mises en prod, donc je m'en vais en production à toutes les 2 semaines, puis que je suis pour avoir 12 bugs dans mon année, ben il y a la moitié de mes changements que je vais mettre en prod qui n'auront probablement pas d'erreur. Puis les autres, au lieu d'avoir 6 bugs, ils vont en avoir un. Qui va être bien frais dans ma mémoire, parce qu'il va dater d'il y a 2 semaines. Maximum. Oui. Oui. Et c'est là que les coûts de correction sont réduits. Oui. Et là, on parle de 2 semaines. Puis 2 semaines, on n'est pas dans les meilleurs performants, là. OK. Mais là, faire ce déploiement-là, est-ce que c'est long, faire un déploiement? Ah oui. Effectivement. Parce que dans des organisations que j'ai connues, avant qu'ils soient DevOps, bien sûr, on leur demandait de faire un déploiement, puis ils disaient, ben, pour préparer le déploiement et le faire, ça nous demande 4 à 6 semaines d'efforts pour les équipes d'infrastructure. Là, on n'en est pas là. Non. Là, on peut pas commencer à déployer à chaque heure pendant 1 heure, OK? Mais on ne peut pas arrêter le système. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer plus régulièrement, mais on va déployer de façon moins invasive. Des petits morceaux. Oui, des petits morceaux qui vont être remplacés puis qui vont continuer d'opérer. Le système ne sera pas en arrêt. Le système va continuer d'opérer. C'est bien rare qu'on va sur le site d'Amazon puis que le site est fermé pour maintenance. En effet. Bon. Il y a des sites que ça va le faire. Bon. Si je suis manufacturier d'armoires de cuisine et que je vais acheter des composantes d'armoires puis que le site est fermé à 9 h le soir, c'est correct, je vais survivre à ça. Okay? Dans ce cas, ne nous manque-t-il pas une mesure supplémentaire? La disponibilité. La 5e mesure clé, bon, on les appelle encore les 4 Key Matrix, mais maintenant ils sont 5. Depuis 98-99, ils sont 5. On a ajouté la depuis 2019, 2018-2019, oui. On a ajouté la 5e qui est la disponibilité du logiciel. Puis là, ben, on ne vise pas nécessairement un 99.99999. Non. On vise que lorsque notre morceau à nous soit brisé, il n'affecte pas tout le système au complet. Il y en a une seule petite partie. Puis on vise un 99.9 ou 0.99. On vise. Ouais. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une disponibilité de 99.999%, ça implique que notre système peut être en panne seulement quelques minutes par année, mais qui va rouler 24 heures par jour, 7 jours par semaine autrement. C'est ça. Puis à ce moment-là, la problématique que j'ai, c'est que j'ai plus l'opportunité de me tromper. Parce que dès que je fais une petite erreur, j'ai une panne. Fait on veut un système qui est résilient, qui est capable de survivre à une panne d'une de ses composantes, ce qui fait que l'impact est beaucoup moins important, ce qui fait que je peux avoir des composantes qui sont en bris de service un peu. Ça devient beaucoup plus plaisant. Mais je n'ai pas répondu à ta question. Hein. Tu me demandais si c'était... Est-ce que ça valait le coup? Oui, effectivement. Donc, est-ce que ça a un impact sur notre organisation? Ouais. Ouais.
C'est quoi l'impact? Donc, dans l'étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé des indicateurs au niveau de la performance des organisations. Est-ce que les organisations sont rentables financièrement? Est-ce qu'ils font des profits, des bénéfices? Bon, plein de trucs. Est-ce qu'elles grossissent? Oui. C'est ça. Est-ce qu'elles deviennent les leaders dans leur domaine? Et l'étude prouve qu'il y a un lien. La performance de livraison est directement liée à la performance de l'organisation. Ceux qui livrent plus rapidement ont des meilleurs revenus, font plus d'argent. C'est magnifique. Et ça, même si l'organisation n'est pas une organisation de développement logiciel, parce que ça peut être une banque, une compagnie d'assurance, une compagnie qui fabrique des avions, des voitures. Les compagnies de commerce au détail. Oui, aussi. C'est Amazon. les... Amazon fonctionne en Les DevOps. compagnies les compagnies de commerce au détail sont ouvertes 24 heures sur 24. Le site web est tout le temps vivant. Ils font énormément de développement logiciel pour assurer que leur chaîne d'approvisionnement est très efficace. J'écoutais dans un podcast gérer la chaîne d'approvisionnement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'inventaire, réduire l'inventaire de moitié. C'est des fonds qui dorment, un inventaire. Ouais, c'est en coupant l'inventaire, ils font une marge de profit de 7%, ce qui correspond à leur marge de profit lorsqu'ils vendent. Dans le bénéfice. Fait que, juste en gérant bien leur inventaire, puis ça implique des systèmes informatiques. Donc, ils peuvent doubler leur profit. Juste à cause des systèmes informatiques. C'est tout un investissement. C'est loin d'être un centre de coût. Et qu'en est-il des organisations sans but lucratif? Donc, les organisations sans but lucratif, c'est la performance non commerciale. On se pose des questions différentes. Est-ce que la compagnie est capable d'offrir un bon service à sa clientèle? Est-ce que les employés sont satisfaits de leur travail? Est-ce qu'ils opèrent au niveau de la compagnie d'une façon qui est intéressante? Est-ce qu'ils vont rester là longtemps? Est-ce qu'ils vont être satisfaits de leur travail? Le client est satisfait? Les services sont offerts dans les temps? Donc, la performance qui est non commerciale pour les organismes comme les institutions gouvernementales, firmes à but non lucratif, c'est sûr que les mêmes indicateurs s'appliquent pareil, même si on est un organisme commercial, mais on a ces indicateurs-là qui sont à côté. Et il y a aussi un gain. Le lien est prouvé. Ah, intéressant. Donc, en conclusion, oui. On adopte DevOps parce que on devrait avoir une meilleure qualité de nos logiciels. Notre performance organisationnelle devrait s'améliorer parce que notre performance de livraison de logiciels va s'améliorer, entre autres. Les délais de réalisation sont plus courts, la fréquence de déploiement, elle est plus élevée, le délai moyen de remise en service est plus court aussi, le pourcentage de défaillance est plus faible et bien sûr, la disponibilité des logiciels est plus élevée. Alors voilà pourquoi les organisations sont de plus en plus nombreuses à adopter DevOps. Merci Jean-Marc Lavoie. Et pour la suite, oui. DevOps, c'est bien beau, là, on connaît les impacts positifs de DevOps, mais c'est quoi au juste DevOps? Oui, on commence par quoi? Bon, plein de détails. Plein de détails. Mais pour le savoir, rejoignez-nous dans la prochaine capsule vidéo « Qu'est-ce que le DevOps ?» qui est la partie 2 de 3. Merci Sylvie. Merci et à la prochaine.